Et si l'image la plus innocente cachait le secret le plus douloureux? Imaginez une simple photographie, prise en 1929 à Lyon, devant un vieil orphelinat. On y voit une fillette assise dans un coin, ses mains couvrant son visage, ses épaules secouées par les sanglots. Ce matin-là, rien ne semblait extraordinaire, et pourtant, en quelques heures, cet enfant allait disparaître sans laisser de traces. Des décennies plus tard, des archives oubliées et des témoignages dispersés révéleront un mystère bien plus grand que ce que l'on croyait. Restez avec moi. Je vais vous raconter une histoire dramatisée, inspirée de faits historiques, qui cache une leçon universelle sur la mémoire, la famille et la bonté. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un j'aime et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Cela nous aide énormément à continuer à partager ces récits rares qui font réfléchir et qui gardent vivante la mémoire de ceux que l'histoire a presque effacés. Cette photo aurait dû rester enfouie dans les archives municipales de Lyon. Une fillette de 5 ans, assise sur les marches froides d'un orphelinat, le visage caché dans ses petites mains qui tremblent. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir ses larmes qui tombent entre ses doigts. Mais ce que cette image ne vous dit pas, c'est qu'en moins de 3 heures après ce cliché, cet enfant allait disparaître pour toujours. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette histoire, vous découvrirez pourquoi elle pleurait vraiment ce matin-là, et pourquoi personne, absolument personne ne se souvient de son nom. Novembre 1929. L'orphelinat Sainte-Marie de Lyon. Un photographe municipal nommé Antoine Durand arrive pour documenter les conditions sanitaires de l'établissement. Il ne sait pas encore qu'il va capturer le dernier moment d'une enfant que l'histoire va effacer. Les archives municipales de Lyon conservent encore son rapport, coté 3Q147, où il note méticuleusement chaque détail de sa visite. Sauf un, la petite fille sur les marches. Elle était arrivée 2 mois plus tôt en septembre. Les voisins d'un village proche de Vienne l'avaient amenée, expliquant simplement que ses parents avaient disparu lors d'un voyage. Pas de papier, pas de vêtements de rechange, juste une enfant de 5 ans qui refusait de parler et qui se mettait à pleurer dès qu'elle entendait le mot gare. Le registre incomplet de l'orphelinat, celui que les chercheurs découvriront des décennies plus tard, ne contient qu'une ligne. Fillette, environ 5 ans, arrivée le 12 septembre 1929, origine inconnue. Mais cet enfant cachait un secret que même les religieuses ne soupçonnaient pas. Chaque nuit, quand les autres dormaient, elle se levait et grattait le mur près de son lit avec ses ongles. Les autres orphelines la voyaient faire, mais personne n'osait rien dire. Céleste, une fille de 8 ans qui dormait dans le lit voisin, racontera 60 ans plus tard dans un témoignage écrit conservé dans une collection privée, qu'elle entendait la petite murmurer le même mot encore et encore. Pierre. Était-ce un nom? Un souvenir? Personne ne le savait. L'orphelinat était un endroit où l'espoir mourait lentement. Sœur Marguerite, la responsable du dortoir, avait ses méthodes pour maintenir l'ordre. Quand une enfant mouillait son lit, et cela arrivait souvent à la petite nouvelle comme elle l'appelait, le châtiment était toujours le même. Un bain d'eau glacée à 5 heures du matin. Le docteur Philippe Moreau, dans son rapport sanitaire conservé à la bibliothèque municipale, avait noté ces pratiques, mais ses recommandations n'avaient jamais été suivies. Ce qui rendait cette enfant différente, c'était sa terreur absolue de l'eau dans les jarres. Dès qu'une religieuse s'approchait avec une jarre pour servir à boire, elle se recroquevillait, arrachait ses cheveux par poignées entières, un trouble que les médecins appellent aujourd'hui trichotillomanie. Sœur Claire, une jeune novice qui publiera ses mémoires en 1975 sous le titre « Les enfants du silence », décrit cette scène avec une précision troublante. L'enfant semblait revivre quelque chose de terrible, comme si l'eau lui rappelait un traumatisme profond. Mais il y avait quelque chose d'encore plus étrange. Chaque soir, après le dîner, elle disparaissait pendant exactement 15 minutes. On la retrouvait toujours au même endroit, derrière le bâtiment principal, creusant la terre avec une cuillère volée au réfectoire. Quand Marguerite Dubois, une autre orpheline, lui demanda un soir ce qu'elle cherchait, la réponse fut simple et déchirante. « Je cherche mon frère. »
Pourtant, aucun frère n'apparaissait dans les registres. Les voisins qui l'avaient amenée n'avaient parlé que d'une enfant unique. Alors qui était ce Pierre qu'elle murmurait la nuit? Et pourquoi creusait-elle la terre avec tant de détermination? Le 15 novembre 1929, soit 2 semaines avant sa disparition, un incident étrange se produisit. Maurice, le zélador qui buvait plus qu'il ne travaillait et ignorait systématiquement les pleurs nocturnes des enfants, jura avoir vu un homme rôder près du mur arrière de l'orphelinat. Il décrivit l'homme comme portant un manteau sombre et restant immobile pendant de longues minutes, regardant vers les fenêtres du dortoir. Mais Maurice était ivre ce soir-là, comme souvent, et personne ne prit son témoignage au sérieux. La petite, elle, devenait de plus en plus agitée. Elle avait commencé à dessiner sur les murs avec des morceaux de charbon trouvés près du poêle. Les dessins, retrouvés lors de la rénovation de 1968 et maintenant conservés aux archives, montraient toujours la même scène. 2 silhouettes qui se tiennent la main, une grande et une petite, avec ce qui ressemble à de l'eau tout autour d'elle. Le 28 novembre, la veille de la photo, quelque chose changea. Pour la première fois depuis son arrivée, elle mangea tout son repas. Elle ne pleura pas quand on lui servit de l'eau. Elle laissa même Céleste lui tresser les cheveux, ces mêmes cheveux qu'elle arrachait habituellement. Les religieuses crurent à un miracle, à un signe que l'enfant commençait enfin à s'adapter. Elle ne pouvait pas savoir qu'elle avait simplement trouvé ce qu'elle cherchait depuis 2 mois. Cette nuit-là, Céleste se réveilla et vit le lit vide à côté du sien. Ce n'était pas inhabituel, la petite se levait souvent. Mais cette fois, quelque chose était différent. Sur l'oreiller, soigneusement aligné, se trouvaient 3 boutons et une plume. Le petit trésor secret que l'enfant gardait caché sous son matelas. Comme si elle avait voulu laisser quelque chose derrière elle. Comme si elle savait qu'elle ne reviendrait pas. Le matin du 29 novembre 1929, Lyon se réveillait sous un ciel de plomb. Antoine Durand, le photographe municipal, préparait son équipement dans le hall d'entrée de l'orphelinat. Il ne savait pas qu'il était sur le point de capturer une image qui entrait les consciences pendant près d'1 siècle. La directrice, mère supérieure Anne-Marie, l'avait accueilli avec un sourire forcé. Elle falsifiait les rapports pour la préfecture depuis des années, et la visite d'un photographe officiel la rendait nerveuse. L'orphelinat Sainte-Marie n'était pas un endroit où les enfants grandissaient. C'était un endroit où ils survivaient. Construit en 1887, le bâtiment avait accueilli des centaines d'orphelines depuis la fin de la Grande Guerre. La grippe espagnole avait rempli ces dortoirs d'enfants dont les parents étaient morts en toussant du sang. La crise économique qui frappait la France en cette fin d'année 1929 n'arrangeait rien. Chaque semaine, de nouvelles fillettes arrivaient, abandonnées par des familles qui ne pouvaient plus les nourrir. Les conditions de vie étaient dures, mais c'était la cruauté ordinaire qui brisait vraiment les enfants. Le castigo do silencio, comme l'appelaient secrètement les orphelines, consistait à rester debout face au mur pendant 3 heures. Tout enfant qui pleurait pendant les repas était privé de nourriture. Les liens d'amitié étaient systématiquement brisés par des séparations forcées. Et pour les plus agités, il y avait le laudanum, cette drogue qu'on leur faisait boire pour les calmer. Ce matin-là, pendant qu'Antoine Durand photographiait le réfectoire, quelque chose d'inhabituel se produisit. La petite nouvelle, celle dont personne ne connaissait le nom, s'était échappée du groupe. Elle avait marché jusqu'aux escaliers de derrière, ceux qui menaient au jardin muré, et s'était assise sur la dernière marche. Elle pleurait, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Ceux qui l'ont vue ce jour-là, comme Marguerite Dubois qui témoignera en 1987, dans une interview conservée aux archives sonores de l'INA, parlent de larmes de soulagement, comme si un poids énorme venait d'être levé de ses épaules. L'histoire de cet enfant remontait bien avant son arrivée à l'orphelinat. Les recherches menées des décennies plus tard révéleront des indices troublants. Dans les archives de la gare de Vienne, on trouve la trace d'un accident ferroviaire survenu le 10 septembre 1929, 2 jours avant l'arrivée de la fillette à l'orphelinat. Un couple et leur fils de 8 ans s'étaient noyés quand leur voiture était tombée dans le Rhône après avoir raté un virage près de la gare. Une fillette de 5 ans avait survécu, sauvée par des paysans. Coïncidence ? Les dates correspondent parfaitement.
Mais pourquoi les voisins auraient-ils menti sur l'origine de l'enfant? La réponse se trouve peut-être dans une lettre anonyme envoyée au journal Le Progrès, en janvier 1930, 3 mois après la disparition. L'auteur y décrit comment les habitants d'un petit village près de Vienne avaient décidé de se partager les biens d'une famille de voyageurs après leur accident. Ils avaient envoyé la survivante à l'orphelinat pour éviter les questions. Cette lettre n'a jamais été publiée, jugée trop controversée, mais elle est conservée dans les archives du journal. La petite nouvelle avait donc probablement vu sa famille se noyer. Cela expliquait sa terreur de l'eau, sa recherche obsessionnelle de son frère Pierre, ses dessins montrant 2 silhouettes entourées d'eau. Mais cela n'expliquait pas tout. Pourquoi continuait-elle à creuser chaque soir? Qu'espérait-elle trouver? Sœur Claire, la jeune novice qui était la seule à montrer de la gentillesse envers les enfants, avait remarqué quelque chose d'étrange. Dans ses mémoires, elle écrit « L'enfant semblait attendre quelque chose ou quelqu'un. Chaque matin, elle regardait par la fenêtre du dortoir qui donnait sur la rue, comme si elle guettait une arrivée. Elle ne jouait jamais avec les autres, mais elle protégeait férocement les plus petites quand les grandes les brutalisaient. Le vieux jardinier, Père François, était l'un des rares adultes à montrer de la compassion. Il laissait tomber des pommes près de l'endroit où la petite creusait chaque soir. Un jour, il l'avait trouvée en train de parler toute seule, ou plutôt de parler à quelqu'un d'invisible. Elle disait « Je sais que tu es là, Pierre. Je sais que tu m'attends. » Le jardinier n'avait rien dit, mais il avait commencé à laisser la porte du jardin déverrouillée la nuit, juste au cas où. La cocinera, Madame Duval, qui vendait une partie de la nourriture des enfants au marché noir pour arrondir ses fins de mois, avait aussi ses secrets. Elle avait vu la petite cacher quelque chose dans le mur de la cuisine, derrière une brique descellée. Quand elle avait regardé après le départ de l'enfant, elle avait trouvé un morceau de tissu, peut-être arraché d'une chemise d'homme. Le tissu portait des initiales brodées, PM Pierre quelque chose. Le 27 novembre, 2 jours avant la photo, un événement crucial se produisit. Un homme se présenta à l'orphelinat, demandant à voir la directrice. Il dit s'appeler Monsieur Kowalski, un immigré polonais travaillant dans une ferme des environs. Il cherchait, disait-il, une petite fille qui aurait pu être amenée ici par erreur. La directrice, méfiante envers les étrangers et soucieuse de ne pas perdre une pensionnaire qui rapportait une allocation de l'État, le renvoya sans même vérifier. Mais l'homme ne partit pas tout de suite. Maurice, le concierge, le vit rôder autour du bâtiment. Il semblait chercher quelque chose, ou quelqu'un. À un moment, il s'arrêta près du mur où la petite creusait chaque soir et y déposa quelque chose. Le lendemain matin, la petite nouvelle trouva ce qu'il avait laissé. Une petite croix en bois, grossièrement taillée. Elle la serra contre elle, et pour la première fois depuis son arrivée, elle sourit. Ce sourire ne dura pas longtemps. Les religieuses, voyant qu'elle avait trouvé un objet non autorisé, le lui confisquèrent immédiatement. C'est là que tout bascula. L'enfant, d'habitude si passive, se débattit avec une violence inouïe. Il fallut 3 adultes pour la maîtriser. On lui administra une dose de laudanum pour la calmer, mais elle continua à murmurer dans son demi-sommeil. « Il va venir me chercher. Pierre va venir me chercher. » La nuit du 28 au 29 novembre 1929 fut la plus longue dans l'histoire de l'orphelinat Sainte-Marie. Les événements qui s'y déroulèrent ne seraient reconstitués que des décennies plus tard, à partir de témoignages épars et de documents retrouvés par hasard. Cette nuit-là, la petite nouvelle ne dormit pas. Céleste Fournier, qui partageait le dortoir, racontera dans son témoignage écrit de 1992 qu'elle avait vu l'enfant assise sur son lit, serrant contre elle les 3 boutons et la plume qui constituaient son trésor, murmurant sans cesse la même phrase « Demain, Pierre, demain ». À 3 heures du matin, un bruit inhabituel résonna dans le dortoir. Quelqu'un grattait à la fenêtre. La petite se leva d'un bond, courut vers la vitre embuée et y dessina quelque chose avec son doigt. Céleste, feignant de dormir, observait la scène. L'enfant avait tracé un cœur, puis l'avait effacé rapidement quand sœur Marguerite avait fait sa ronde. Mais qui était dehors à cette heure? Le mystère ne serait éclairci que bien plus tard. Au matin du 29 novembre, tout semblait étrangement calme.
La petite nouvelle avait pris son bain glacé habituel sans pleurer, punition pour avoir mouillé son lit une fois de plus. Elle avait avalé sa bouillie d'avoine froide sans grimace. Elle avait même laissé sœur Marguerite lui brosser les cheveux sans arracher une seule mèche. Les religieuses crurent à un miracle, mais Céleste savait mieux. Elle avait vu le regard de l'enfant ce matin-là. Ce n'était pas de la résignation, c'était de l'espoir. Antoine Durand était arrivé à 9 heures précises avec son équipement photographique. La directrice l'avait guidé à travers les différentes salles, s'assurant qu'il ne photographie que les endroits les mieux entretenus. La cuisine avait été nettoyée de fond en comble pour cacher les traces de moisissure. Le dortoir avait été aéré pour dissiper l'odeur d'urine et de désinfectant. Les enfants avaient reçu l'ordre de sourire si le photographe les regardait, mais la petite nouvelle avait disparu du groupe. Personne ne l'avait vue partir. Elle s'était simplement volatilisée pendant que les religieuses étaient occupées à présenter leur meilleur visage au photographe municipal. Quand on la retrouva, elle était assise sur les marches de l'escalier arrière, celui qui menait au jardin muré où elle creusait chaque soir. Ce que personne ne savait, c'est qu'elle avait une raison précise d'être là. La veille, en creusant à son endroit habituel, ses doigts avaient de toucher quelque chose de dur. Un objet métallique enterré dans la terre. Elle avait gratté autour avec ses ongles cassés jusqu'à dégager partiellement l'objet. Une petite boîte en fer blanc, rouillée par le temps. Elle n'avait pas eu le temps de l'ouvrir. Sœur Marguerite l'avait rappelé pour le coucher. Mais maintenant, elle savait que la boîte était là, l'attendant. Antoine Durand, en se dirigeant vers la cour arrière pour photographier les installations sanitaires, aperçut la fillette sur les marches. Quelque chose dans cette image le toucha profondément. Cette enfant seule, pleurnicharde, assise dans son coin avec ses pieds nus sur la pierre froide, incarnait toute la misère de ces orphelinats qu'il était censé documenter de manière neutre. Il leva son appareil et prit la photo. Une seule. Le déclencheur résonna dans le silence du matin. À cet instant précis, selon les calculs effectués plus tard à partir des ombres sur la photographie, il était 10h23. Dans moins de 3 heures, l'enfant aurait disparu pour toujours. Mais pour le moment, elle était là, vivante, réelle, ses larmes capturées pour l'éternité sur la plaque photographique. Sœur Claire, qui passait par là, vit la scène et s'approcha de l'enfant. Dans ses mémoires, elle décrit ce moment avec une précision poignante. L'enfant ne pleurait pas de tristesse. C'étaient des larmes différentes, comme si elle pleurait sur quelque chose qui était déjà fini, déjà accompli. Elle m'a regardé et a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Il est là, ma sœur. Mon frère est là. » Sœur Claire regarda autour d'elle mais ne vit personne. Le jardin était vide, les murs trop hauts pour être escaladés. Pourtant, l'enfant semblait voir quelqu'un que les adultes ne pouvaient pas percevoir. La novice, troublée, emmena doucement la fillette à l'intérieur pour le déjeuner. Le repas de midi fut le dernier que la petite nouvelle prit à l'orphelinat. Marguerite Dubois se souvient qu'elle mangea avec appétit, ce qui était inhabituel. Elle donna même sa portion de pain à une fillette plus jeune qui pleurait de faim. Puis, quand les religieuses eurent le dos tourné, elle se leva de table et marcha calmement vers la porte. Personne ne la vit partir. Ou peut-être que certains la virent, mais choisirent de ne rien dire. À 13 heures, sœur Marguerite remarqua l'absence de l'enfant. Elle envoya d'abord Céleste la chercher dans le dortoir. Le lit était vide, mais les 3 boutons et la plume étaient toujours sur l'oreiller. On fouilla les toilettes, la chapelle, le grenier. Rien. C'est alors que quelqu'un pensa au jardin. La porte du jardin, habituellement verrouillée, était entr'ouverte. Le père François, interrogé plus tard, jura l'avoir fermée à clé le matin même. Sur le sol, près de l'endroit où la petite creusait chaque soir, la terre était fraîchement remuée. La petite boîte en fer blanc que l'enfant avait trouvée la veille était là, ouverte. À l'intérieur, un morceau de papier jauni par le temps, sur lequel était écrit d'une main tremblante « Pour ma petite sœur, je t'attends de l'autre côté, Pierre ». Mais le plus troublant était ailleurs. Sur le mur du jardin, à hauteur d'enfant, quelqu'un avait dessiné au charbon 2 silhouettes se tenant la main, le même dessin que la petite faisait depuis des semaines. Sauf que cette fois,
Les deux silhouettes semblaient marcher vers quelque chose qui ressemblait à une porte. Une porte dans le mur. Le portail arrière de l'orphelinat était fermé par un cadenas neuf, acheté le 31 octobre, selon le reçu retrouvé dans les archives. Il était intact, verrouillé de l'intérieur. Les murs faisaient 3 mètres de haut, impossibles à escalader pour une enfant de 5 ans. Pourtant, la petite nouvelle avait disparu, comme si elle s'était évaporée. Comme si elle était passée à travers le mur. Les recherches commencèrent immédiatement, mais mollement. La directrice ne voulait pas de scandale. Elle déclara aux autorités que l'enfant s'était probablement enfui, même si personne ne pouvait expliquer comment. Aucune alerte ne fut donnée. Aucun avis de recherche ne fut publié. Après tout, c'était juste une orpheline de plus sans nom, sans papier, sans famille connue. Une enfant dont la disparition n'embarrasserait personne. Le 29 novembre 1929, à 13h47 exactement selon le rapport de police retrouvé des décennies plus tard, l'alerte fut finalement donnée. Mais c'était déjà trop tard. La petite nouvelle avait disparu depuis près d'1 heure, et les premières minutes cruciales avaient été perdues dans la confusion et le déni. La directrice, plus préoccupée par sa réputation que par le sort de l'enfant, avait d'abord tenté de gérer la situation en interne. Ce n'est que quand le photographe Antoine Durand, encore présent, insista pour que les autorités soient prévenues, qu'elle se résigna à appeler la police. L'inspecteur Louis Bertrand qui arriva sur les lieux était un homme méthodique. Son rapport, conservé aux archives de la préfecture du Rhône, détaille chaque aspect de son enquête. Il nota d'abord l'impossibilité physique de la disparition. Mur de 3 mètres, portail verrouillé de l'intérieur, pas d'autre issue. Il interrogea chaque religieuse, chaque employé, chaque enfant assez âgé pour parler. Les témoignages étaient contradictoires et confus. Maurice, le concierge alcoolique, révéla alors un détail crucial qu'il avait eu jusque-là. Le matin même, vers 6 heures, il avait vu l'homme au manteau sombre, celui qui rôdait depuis 2 semaines, près du mur est du jardin. L'homme semblait examiner les pierres du mur, comme s'il cherchait quelque chose. Quand Maurice s'était approché, l'homme avait disparu. Mais il avait laissé quelque chose. Des traces de pas dans la terre humide, qui menaient directement au mur et semblaient s'arrêter net. L'inspecteur Bertrand examina le mur de plus près. C'est alors qu'il découvrit ce que personne n'avait remarqué avant. Une section du mur, d'environ 1 mètre de large, était différente. Les pierres étaient plus récentes, le mortier moins usé. Comme si cette partie avait été reconstruite récemment. En consultant les archives de l'orphelinat, il découvrit qu'un effondrement partiel du mur avait eu lieu en septembre 1929, quelques jours seulement avant l'arrivée de la petite nouvelle. La réparation avait été effectuée rapidement par un maçon local. Ce maçon, interrogé le soir même, fit une révélation stupéfiante. Il n'avait pas simplement réparé le mur. On lui avait demandé, contre un paiement supplémentaire dont il n'avait pas posé de questions, de laisser une pierre descellée à hauteur d'enfant. Une pierre qui pouvait être retirée de l'extérieur pour créer une ouverture juste assez grande pour qu'un petit corps puisse passer. Qui avait commandé cette modification? L'homme n'avait jamais vu son visage, mais il se souvenait d'un détail. Il avait un accent étranger, peut-être polonais. Pendant ce temps, Céleste Fournier avait fait sa propre découverte. En fouillant sous le matelas de la petite disparue, elle avait trouvé quelque chose que l'enfant avait caché, un morceau de photographie déchiré. On y voyait une famille, un homme, une femme et 2 enfants. Le visage de la femme était déchiré, mais on reconnaissait clairement la petite nouvelle, plus jeune, souriante, tenant la main d'un garçon plus grand. Au dos, d'une écriture tremblante, Marie et Pierre, été 1929. Marie. L'enfant avait donc un nom. Elle s'appelait Marie. Et Pierre n'était pas une invention de son esprit traumatisé. C'était vraiment son frère. Mais alors, que s'était-il vraiment passé? L'accident de train près de Vienne était-il réel? Ou y avait-il une autre vérité, plus troublante encore? La réponse vint d'une source inattendue. Le père François, le vieux jardinier, décida finalement de parler. Il savait quelque chose depuis le début, mais avait choisi de se taire. 2 semaines auparavant,
Un jeune homme était venu le voir. Il avait environ 13 ou 14 ans, les mêmes yeux que la petite nouvelle. Il s'était présenté comme Pierre et avait dit qu'il cherchait sa sœur Marie, placée ici par erreur après la mort de leurs parents. Le garçon avait expliqué une histoire déchirante. Leurs parents étaient morts de la grippe espagnole en 1920, quand Marie n'avait qu'1 an. Les 2 enfants avaient été recueillis par un oncle qui les maltraitait. Un jour de septembre 1929, l'oncle, ivre, avait tenté de noyer Marie dans une bassine. Pierre l'avait frappé avec une bouteille pour sauver sa sœur. Croyant avoir tué l'homme, il s'était enfui avec Marie. Mais pendant leur fuite, ils avaient été séparés près de la gare de Vienne. Des voisins bien intentionnés avaient trouvé Marie seule et traumatisée, et l'avaient amenée à l'orphelinat. Pierre, lui, avait été recueilli par une famille d'immigrés polonais, les Kowalski, qui travaillaient dans une ferme voisine. Ils l'avaient caché, nourri, protégé. Mais Pierre ne pouvait pas abandonner sa sœur. Il avait mis 2 mois à la retrouver. Les dessins au charbon que Marie faisait sur les murs, c'était leur code secret depuis toujours. 2 silhouettes se tenant la main, marchant vers la liberté. Le père François avait eu pitié du garçon. C'est lui qui avait accepté de cacher la boîte en fer avec le message, à l'endroit exact où Pierre avait dit à Marie de creuser s'ils étaient un jour séparés. C'est lui qui avait laissé la porte du jardin ouverte. C'est lui qui avait payé le maçon pour modifier le mur. Il savait que c'était mal, mais il ne pouvait pas laisser ses 2 enfants séparés par la cruauté des adultes. Le matin du 29 novembre, Pierre était venu comme prévu. Il avait retiré la pierre des scellés, créant une ouverture juste assez grande. Marie l'attendait de l'autre côté. Elle avait pleuré en le voyant, des larmes de joie et de soulagement que le photographe avait capturées sans le savoir. Puis, au moment où tout le monde était occupé ailleurs, elle s'était glissée par l'ouverture. Pierre avait remis la pierre en place de l'extérieur. En quelques minutes, ils avaient disparu. L'inspecteur Bertrand consigna tous ces éléments dans son rapport. Mais la directrice de l'orphelinat usa de son influence auprès de la préfecture. L'affaire fut classée comme simple fugue. Pas de scandale, pas d'enquête approfondie. Le rapport fut enterré dans les archives. Le père François fut renvoyé, mais garda le secret jusqu'à sa mort. Les Kowalski quittèrent la région peu après, emmenant vraisemblablement les 2 enfants avec eux. La photographie prise par Antoine Durand ce matin-là fut archivée avec la simple mention « Escalier arrière, automne ». Le photographe lui-même ne sut jamais qu'il avait capturé les derniers instants de Marie à l'orphelinat, ses larmes de joie à l'idée de retrouver enfin son frère. Il ne sut jamais que derrière ses mains qui cachèrent son visage, il y avait peut-être un sourire. Ce n'est que 50 ans plus tard que la vérité commença à refaire surface, morceau par morceau, témoignage par témoignage. Mais même alors, le mystère restait entier. Où étaient partis Marie et Pierre? Avaient-ils survécu? Avaient-ils trouvé le bonheur qu'ils méritaient après tant de souffrances? 90 ans ont passé depuis ce matin de novembre 1929. La photographie de la petite fille en pleurs sur les marches de l'orphelinat a voyagé à travers le temps, survivant à tous ceux qui avaient connu la vérité. En 2019, lors d'une exposition sur la mémoire collective à Paris, l'image fut présentée sous le titre « Les larmes sans nom ». Des milliers de visiteurs passèrent devant elle, touchés par la détresse apparente de cet enfant oublié. Mais l'un d'entre eux s'arrêta plus longtemps que les autres. Il s'appelait Thomas Kowalski, un homme de 65 ans venu de Cracovie pour l'exposition. En regardant la photo, il eut un choc. Ses yeux, ce menton, cette façon de tenir ses mains. Il connaissait ses traits. Il les avait vus toute son enfance dans le visage de sa grand-mère, Marie Kowalski, morte en 1987 à l'âge de 63 ans. Thomas sortit de sa poche une vieille photographie de famille. Sa grand-mère Marie, son grand-père Paul, qui était en réalité Pierre ayant changé de prénom, et leurs 4 enfants. La ressemblance était troublante. Était-il possible que la petite fille sans nom de la photo soit sa grand-mère? Il contacta immédiatement les organisateurs de l'exposition. Les recherches qui suivirent furent méticuleuses. Les archivistes consultèrent les registres d'immigration polonais de 1930.
Ils trouvèrent effectivement trace d'une famille Kowalski ayant déclaré 2 enfants adoptés, Marie et Paul, âgés de 5 et 14 ans, sans papier d'origine. Les âges correspondaient, les dates correspondaient, mais sans test ADN avec des descendants certifiés de l'orphelinat, impossible de confirmer avec une certitude absolue. Thomas apporta alors un élément décisif. Dans les affaires de sa grand-mère, conservées religieusement après sa mort, il avait trouvé une petite boîte en fer blanc rouillé. À l'intérieur, 3 boutons et une plume d'oiseau, et un morceau de papier jauni où on pouvait encore lire « Pour ma petite sœur. Je t'attends de l'autre côté ». Sa grand-mère avait gardé ces objets toute sa vie, sans jamais expliquer pourquoi. Il se souvenait maintenant de certaines choses étranges de son enfance. Sa grand-mère Marie ne supportait pas qu'on gaspille la nourriture. Elle cachait toujours un morceau de pain dans sa poche. Elle avait une peur panique de l'eau profonde. Et parfois, quand elle pensait être seule, elle murmurait des prières en français, alors qu'elle prétendait ne parler que polonais. Son grand-père Paul, lui, avait toujours été protecteur jusqu'à l'obsession. Il ne laissait jamais sa femme seule, l'accompagnait partout, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Sur son lit de mort en 1985, il avait murmuré quelque chose que personne n'avait compris sur le moment. « Je t'ai retrouvée, Marie. Je ne te laisserai plus jamais partir. » Les enfants Kowalski avaient grandi dans une ferme près de Varsovie, entourés d'amour mais aussi de silence. Leurs parents ne parlaient jamais de leur enfance, jamais de leur famille d'origine. Ils avaient construit une nouvelle vie, une nouvelle identité, loin des traumatismes du passé. Marie était devenue couturière, Pierre-Paul menuisier. Ils avaient eu 4 enfants, 12 petits-enfants, une vie simple mais heureuse. Thomas se souvenait d'un détail particulier. Sa grand-mère avait toujours refusé qu'on prenne des photos d'elle en train de pleurer. Même aux enterrements, même dans les moments de grande émotion, elle se cachait le visage ou quittait la pièce si quelqu'un sortait un appareil photo. Maintenant, il comprenait peut-être pourquoi. En fouillant dans les archives familiales, Thomas trouva une lettre que sa grand-mère avait écrite mais jamais envoyée, datée de 1980. Elle était adressée à l'orphelinat Sainte-Marie de Lyon, qui avait fermé ses portes en 1978. Dans cette lettre, Marie racontait son histoire. Comment son frère l'avait sauvée 2 fois, d'abord de leur oncle violent, puis de l'orphelinat. Comment la famille Kowalski les avait accueillis sans poser de questions. Comment ils avaient traversé l'Europe en pleine crise économique pour recommencer une vie en Pologne. Elle écrivait « Je ne regrette rien, sauf de ne pas pouvoir remercier ceux qui ont montré de la bonté. Le jardinier qui laissait tomber des pommes, la jeune sœur qui chantait pour m'endormir, la petite Céleste qui partageait son pain. J'espère qu'ils ont su que leurs gestes n'étaient pas vains. Même dans les endroits les plus sombres, la bonté trouve toujours un chemin. » La lettre révélait aussi un secret. Le matin du 29 novembre 1929, quand elle pleurait sur les marches, ce n'était pas seulement de joie à l'idée de retrouver Pierre. C'était aussi de tristesse pour toutes les petites filles qu'elle laissait derrière elle, celles qui n'auraient pas la chance d'avoir un frère pour les sauver. Elle avait voulu les emmener toutes, mais c'était impossible. Cette culpabilité l'avait hantée toute sa vie. En 1960, devenue adulte et mère elle-même, Marie avait fait quelque chose d'extraordinaire. Elle avait créé, avec l'argent économisé sou par sou, un petit orphelinat en Pologne. Un endroit où les enfants étaient traités avec amour et respect. Elle l'avait appelé Dom Nadziei, la maison de l'espoir. Des centaines d'enfants y avaient trouvé refuge au fil des décennies. Elle n'avait jamais dit à personne pourquoi elle faisait cela. Mais maintenant Thomas comprenait. L'enquête menée en 2019 permit de retrouver certains de ses enfants, devenus adultes. Tous parlaient de Madame Marie avec une affection profonde. Elle connaissait la douleur de l'abandon, disait-il, et elle savait exactement comment consoler un enfant perdu. Elle avait transformé sa souffrance en compassion, son traumatisme en force pour aider les autres. Céleste Fournier, retrouvée dans une maison de retraite près de Lyon, avait 98 ans quand on lui montra la photo de la famille Kowalski. Elle pleura en reconnaissant sa petite amie de dortoir. « Je savais qu'elle était vivante, dit-elle.
Je le sentais. Chaque fois que je voyais un oiseau, je pensais à la plume qu'elle avait laissée sur son oreiller. C'était son message. Elle s'était envolée. Mais le plus bouleversant fut la découverte faite dans les archives de l'orphelinat polonais de Marie. Dans son bureau, derrière un cadre, on trouva une reproduction de la fameuse photographie, celle où elle pleurait sur les marches. Elle l'avait gardée toute sa vie. Au dos, elle avait écrit « Pour ne jamais oublier d'où je viens et pourquoi je fais ce que je fais ». Thomas Kowalski décida de faire tester son ADN, ainsi que ceux de ses frères et sœurs. Les résultats furent comparés avec des descendants lointains de familles de la région de Vienne. Les correspondances étaient troublantes mais non concluantes. La science ne pouvait pas prouver ce que le cœur savait déjà. Aujourd'hui, la photographie est toujours exposée, mais avec une nouvelle légende. Marie, 5 ans, 29 novembre 1929. Une enfant qui a survécu, une femme qui a transformé sa douleur en espoir pour des centaines d'autres enfants. Son nom n'est plus perdu. Même si nous ne pourrons jamais être certains à 100%, l'important n'est pas la preuve absolue. L'important est ce que cette image nous enseigne. Elle nous rappelle que derrière chaque photographie d'enfant abandonné, il y a une histoire. Que derrière chaque larme, il peut y avoir de l'espoir. Que même dans les institutions les plus cruelles, l'amour trouve un moyen de survivre. Marie et Pierre nous ont montré que les liens familiaux sont plus forts que les murs de pierre, que l'amour fraternel peut déplacer des montagnes. Le mémorial créé sur le site de l'ancien orphelinat porte maintenant une plaque. On y lit « À tous les enfants sans nom qui ont souffert ici, vos larmes n'ont pas été vaines. Vos histoires ne sont pas oubliées. Et pour ceux qui ont su montrer de la bonté dans cet endroit sombre, votre humanité a fait la différence. » Chaque année, le 29 novembre, des gens viennent déposer des fleurs devant la photographie de Marie. Pas parce qu'ils la connaissaient, mais parce qu'elle représente tous les enfants oubliés, tous ceux dont les noms ont été effacés par l'histoire mais dont la souffrance était réelle. Et parfois, dans la foule, on peut voir un vieil homme de Cracovie, Thomas Kowalski, qui sait qu'il porte en lui l'héritage d'une petite fille courageuse qui a transformé sa tragédie en triomphe. La leçon de Marie est simple mais puissante. Nous ne pouvons pas sauver tous les enfants qui souffrent, mais nous pouvons en sauver un. Et cet enfant sauvé peut à son tour en sauver d'autres. C'est ainsi que la bonté se propage, de génération en génération, transformant les larmes en sourires, la douleur en compassion, l'abandon en accueil. Marie n'était qu'une petite fille sans nom sur une photo. Mais son histoire nous rappelle que chaque enfant mérite d'être vu, d'être aimé, d'être sauvé. Et que parfois, il suffit d'une personne qui refuse d'abandonner pour changer le cours d'une vie. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous, quelque part, en ce moment même, un enfant pleure sur des marches froides. Peut-être pouvez-vous être son Pierre, celui qui ne l'abandonnera jamais. Car au final, ce ne sont pas les grandes institutions qui sauvent les enfants. Ce sont les gens ordinaires qui choisissent de ne pas détourner le regard. Comme le vieux jardinier qui laissait tomber des pommes. Comme la famille Kowalski qui a accueilli 2 enfants perdus. Comme vous, peut-être, après avoir entendu cette histoire. Cette histoire dramatise des fragments de mémoire et de témoignages historiques pour nous rappeler une vérité essentielle. Même dans les lieux les plus sombres, la bonté trouve toujours un chemin. Le courage d'un frère, la compassion d'un jardinier, la générosité d'une famille ordinaire ont changé le destin d'une enfant et donné naissance à des générations de vie et d'espoir. Et vous, qu'est-ce que cette histoire vous inspire? Pensez-vous que l'amour fraternel peut vraiment surmonter toutes les barrières? Avez-vous déjà été témoin d'un geste simple qui a tout changé pour quelqu'un? Quelle petite trace de bonté avez-vous reçue ou laissée dans votre vie? Écrivez le mot « espoir » dans les commentaires pour nous montrer que vous êtes resté jusqu'à la fin. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche et de partager cette histoire autour de vous. Et cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir d'autres récits qui marquent les mémoires.